Mesdames et messieurs, bonjour chez vous et bonne année 2026. Comme vous pouvez le voir, ça c'est notre tout premier épisode de l'année 2026 et nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui touche plusieurs générations. C'était pas seulement notre génération, mais des générations passées. Et je suis sûre que sûrement avec les générations futures aussi, c'est un problème qui va continuer. Mais plusieurs personnes doivent se poser la question, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Notre thème d'aujourd'hui, nous sommes à les blessures intérieures. Mais quel genre de blessures intérieures nous allons parler? Nous allons développer sur les blessures émotionnelles intérieures, les impacts que ça fait, ce que ça cause et les problèmes que l'on rencontre au cours de notre vie à cause de ces blessures qui n'ont pas été soignées avec le temps ou lorsque nous étions jeunes. Donc pour commencer, j'aimerais déjà que Madame Jacqueline, on est avec elle aujourd'hui parce que c'est notre... invité mène et j'ai aussi ces deux magnifiques personnes aussi qui sont nos bonnes invitées. Alors, j'avais une question à vous poser. Déjà, j'aimerais que vous puissiez nous donner la signification, peut-être mieux nous expliquer c'est quoi les blessures internes émotionnelles. Merci pour la parole. D'abord, je vais commencer. Dans l'ensemble, on appelle ça des blessures psychomatiques, c'est-à-dire il y a plusieurs blessures. Mm-hmm. Les blessures émotionnelles internes, ça dépend. Ça peut être psychologique, ça peut être physique, tout dépend. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup plus émotionnel, ça ne se fait pas voir. Mm-hmm. Des chocs, des rejets, on a des blessures amoureuses, on a des blessures il y a plusieurs facteurs de blessures qu'on reçoit dans la vie qui fait qu'il y en a d'autres qui ne se font pas voir physiquement, mais on ressent ça dans le comportement, dans la façon d'être avec les autres par rapport quand on se trouve devant une difficulté. En grosso modo, je peux dire que c'est à peu près ça. Ok. Donc, une difficulté comme... un problème ou bien est-ce que c'est une blessure dont on a mal au cœur pendant plusieurs années ou parfois on n'a pas mal au cœur mais on est juste une personne qui est blessée mais on ne ressent pas parce qu'il y a des fois on a très mal au cœur et puis on réagit par rapport à notre douleur. Ça c'est aussi une blessure interne. Oui, mais oui. Et sur du long terme, qu'est-ce qu'on peut dire? Les blessures internes, ça dépend de quelle blessure, mais ça ne se soigne pas facilement. Il faut d'abord reconnaître qu'on est blessé à l'intérieur. Il y a l'abandon. Quand je parle par exemple de blessure de l'abandon, on peut t'abandonner quand vous êtes enfant. Ton père et ta mère, je ne sais pas, on t'a abandonné quelque part et dans un orphelinat, on te prend demain après-demain, tu grandis avec ça parce que tu ne te sens pas aimé. Tu te sens rejeté, il y a quelque chose. Avec les blessures de rejet, c'est la même chose. Donc, tu n'es pas désiré. Donc, tu as peur, tu n'es sur tes gardes, tu ne peux pas t'ouvrir. Et quand tu as des blessures comme ça, c'est très difficile d'avoir une relation qui peut s'épanouir. Il faut d'abord être consciente de ça, ou conscient. Ok, donc si je comprends bien, on vit dans une génération où la moitié de la population est blessée. Oui. Et il faut le reconnaître d'abord. Si on ne le reconnaît pas, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'entendent pas. Tout ça vient des blessures internes. Des blessures qu'on a reçues dans l'enfance, en grandissant, ça dépend d'un chacun. D'autres par le rejet, d'autres par l'abandon, d'autres amoureuses, parce que tu comptais sur quelqu'un, tu avais tout ton espoir, tu es déçu. Donc tu perds confiance en toi-même. Tu ne sais plus comment aller de l'avant. Tu te replies et c'est difficile. Ce n'est que quand tu es conscient ou consciente que non. Là, je suis vraiment blessé parce que ça blesse le moi intérieur. Ça peut être aussi au travail.
On reçoit des blessures internes à partir du travail. Tu peux avoir un chef ou bien une chef ou des collègues qui sont là, qui se moquent tout le temps de toi et ainsi de suite. Ça blesse. Tu ne sais pas réagir, mais ça te déséquilibre totalement. Et tu ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ce sont aussi des blessures internes. Donc, on reçoit des blessures internes de partout, si je comprends bien. Ça peut être à l'école, ça peut être dans nos familles, ça peut être dans une relation, ça peut être avec nos amis. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? Il y a des blessures aussi d'humiliation. Excusez-moi, on peut t'humilier tout le temps, tu es humilié. Ce sont des blessures. À l'église aussi, il y a des blessures qu'on reçoit à l'église qui viennent aussi, qui persécutent la personne intérieure. Mais aujourd'hui, nous sommes sur plus les blessures émotionnelles. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, si je pourrais définir les blessures internes, je dirais que c'est un sentiment douloureux et destructeur qui résulte d'un moment ou d'un vécu difficile et douloureux qu'on a eu dans le passé. Et je pense que tout le monde, on a tous au fond de nous une blessure intérieure. Après, il y en a qui ont plus, qui sont plus douloureux que d'autres. Il y en a dont on a conscience, il y en a moins. Mais je pense que chacun de nous a vécu des situations qui ont créé des blessures. Ça crée des insécurités, la peur. Donc, on a tous peur de quelque chose. On est tous insécures à quelque chose. Donc, je pense qu'on est tous au fond blessés intérieurement. Maintenant, à quel niveau, c'est quoi le degré de la blessure? Ça change d'une personne à une autre et la gestion de cette blessure aussi. Il y a la trahison et aussi. Artam, tu as quelque chose à rajouter par rapport aux blessures? Si je peux essayer de définir une blessure intérieure, je dirais, c'est une sorte de douleur, une douleur vraiment très profonde, qui demeure même si l'événement qui a causé cela est déjà passé. Et on continue à vivre avec. C'est comme une sorte de fardeau, un poids, qui nous ramène toujours dans une situation de confrontation à chaque fois, quand on se rend compte ou quand on est en face d'un événement ou d'un fait similaire à ce qui nous avait blessés dans le passé. Ouais, c'est vraiment cette tendance-là que je peux sortir de cette définition. J'aimerais juste aussi rajouter quelque chose. Les blessures internes, de ce que je comprends aussi, c'est que c'est quelque chose qui sait très bien se cacher. Parce que quelqu'un peut avoir une blessure pendant toute sa vie, ne pas savoir que c'est une personne blessée, mais cette blessure vient se révéler face à un événement ou à un acte qui peut ressusciter et réveiller. Ce sentiment de « je suis blessé ». C'est à cause que quand on touche ce point-là, c'est tellement sensible que ça réveille en moi une certaine façon d'agir, une certaine façon de faire les choses, une certaine façon de pouvoir réfléchir et tout ça. Ce sont des blessures liées aux déceptions. Aux déceptions, oui. Parce que dans les déceptions, ça peut être familial, ça peut être au travail, ça peut être dans les études, donc dans l'amitié, dans les relations, et ça englobe tout ça. Et vous avez une certaine tristesse qui est en vous, que tu ne comprends pas. La tristesse aussi, ce sont des blessures. Tu n'as pas confiance. Quand tu arrives devant quelque part, tu doutes de toi, tu te replies, tu ne veux pas être en contact, tu t'isoles, on croit que non, il aime la solitude. Mais parfois, ce n'est pas la solitude. C'est le vécu que tu as pu avoir. Ça t'a conditionné. Qui t'a conditionné. Effectivement, c'est des blessures qui sont dans la chair. Tu ne les vois pas comme ça physiquement, mais tu les ressens tellement, c'est douloureux. Ça peut te pousser à prendre des décisions auxquelles... Non. Moi, depuis que j'ai été déçu avec ça, non, je ne me fais plus ça. Oh, l'amitié, j'ai été déçu, Tu vois, tu prends certaines décisions qui sont effectivement... Toi, tu crois que c'est normal pour te protéger. Au fait, tu cherches à te protéger, mais ce sont des blessures internes. Et ce genre-là, c'est là où c'est très profond. Pour que ça se soigne, il faut du temps. Il faut d'abord reconnaître que tu es blessé. Il faut d'abord en parler. Si tu ne sais pas en parler, parfois tu prends juste une feuille, tu écris,
Hein? C'est tout ce qui te fait mal. Il y a plusieurs, c'est tout un processus. Mais Mme J, j'avais une question pour vous. Comment reconnaître qu'on est blessé? Parce qu'on vit dans une génération où les gens ont du mal à reconnaître qu'ils sont blessés, les gens ont du mal à reconnaître qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin de guérir. C'est pour ça que parfois certaines personnes vont voir des psychologues. Mais pour nous, surtout dans la communauté africaine, on pense que voir un psy, c'est comme quelque chose qui est réservé seulement pour les Blancs ou pour les malades mentales. Alors que parfois, on a besoin de parler à quelqu'un. Mais comment savoir que je suis vraiment blessée? Que si je réagis comme ça, c'est parce que ça vient d'une blessure, parce que peut-être j'ai perdu mon père plus jeune et j'aurais aimé être avec lui peut-être toute ma vie, mais j'ai pas pu. Exactement. Comment? Oui, tu peux parler. Je dirais en méditant et en prenant du temps pour soi. Parce que la plupart du temps, on pense même pas... On prend pas le temps de se connaître. Donc, il y a un truc qui va pas dans ta vie. Tu sens que tu es en colère facilement, tu es souvent triste. Tu ne cherches pas le fond de tout ça. Tu ne sais pas pourquoi je suis triste. Il faut creuser et on ne prend pas le temps de creuser sur nous-mêmes. Avant même d'aller voir quelqu'un d'autre, il faut déjà faire une introspection personnelle. Pourquoi je réagis comme ça? Et tu creuses et finalement, tu vas, en creusant, en méditant sur ça, tu vas finir par comprendre la source de cette... Mais le problème, c'est qu'on ne veut plus creuser. On n'a plus le temps, on ne veut pas creuser. On voit plus l'autre, on ne se voit pas nous. On ne veut plus creuser. C'est pour ça que je posais la question à mon G. Pourquoi? Genre, c'est comment qu'on peut reconnaître qu'on est vraiment blessé? Il faut d'abord la prise de conscience. C'est ce qu'elle vient de dire, la prise de conscience. Et beaucoup ne l'ont pas. On n'a pas facilement une prise de conscience on trouve que c'est normal. J'ai été blessé dans ma vie, j'ai été déçu, je ne me remarierai plus, ou bien même pour faire confiance à un partenaire dans la famille, j'ai le rejet, on aime simplement mon grand frère plus parce qu'il est intelligent, ma grande sœur parce qu'elle est bien mariée. Tout ça, ce sont des blessures. Et pour comprendre ça, d'abord prendre conscience. Et c'est comme ça que tu vois même beaucoup vont à l'église, vont prier. Peut-être ils trouvent un soulagement. Peut-être dans la prière aussi, Dieu peut te révéler que regarde, il y a ça, en écoutant des enseignements, en lisant la Bible, peut-être tu peux comprendre, je me retrouve là-dedans. Ou bien ce qu'on prêche, je suis dedans. C'est que c'est vrai. Donc, il faut d'abord une conscience. Pas croire, parce qu'avec ça, il ne faut pas confondre. Il y a des gens... Tu as des blessures internes, tu prends tes décisions, tu te sens, je suis forte, je suis fort. Pour moi, c'est fini. Ça te transforme un peu le caractère de ce que tu n'es pas. Tu montes un mur tout autour de toi. Tu érigis un mur pour que quelqu'un ne te blesse plus. En fait, c'est d'avoir peur d'être encore blessé. Et c'est là où se trouve le problème. Ça, faut accepter d'être vulnérable avec soi-même. Oui, parce que même dans les relations, tu vas te dire, mais il joue avec moi, j'ai étudié, qu'est-ce que j'ai à faire? Je suis belle, mais tu vois, et tu peux changer comme ça de personne sans avoir vraiment rencontré quelqu'un qui a un grand amour. On ne parle pas simplement de l'amour de relation d'un homme ou une femme, mais d'un amour qui aime son prochain, qui aime bien, pour pouvoir te dire, tu me permets, je peux te parler, tu connais ton problème. Parce qu'on a toujours une amie. On a un ami. Quand tu es déçu, tu as été déçu quelque part, tu vas aller trouver ton meilleur ami, lui parler. Oh non, elle m'a fait ça, elle m'a fait chier, il m'a fait ça, tu vois. Mais tu ne te regardes pas. Il me reproche souvent ça. Tu ne te regardes pas. Quand tu parles, si tu as un bon ami, il va te parler. Il va te dire, le problème, ça, c'est une blessure. Regarde, il faut faire ça, il faut aller. Tu as le temps de t'ouvrir, de voir. Non, ne parle pas comme ça parce que ça ne t'est jamais arrivé. Il n'y a qu'à moi. Non, je ne veux plus. D'ailleurs, avec ça, c'est fini. Maintenant, je vais... Et c'est comme ça que tu vois beaucoup d'hommes partent dans les aventures, beaucoup de femmes partent dans les aventures avec les hommes sans s'ouvrir, sans vraiment aimer. Tu as peur d'être encore blessé parce que tu connais que cette douleur-là, c'était dans la chair. Rien que par déception. Regarde quand tu perds un parent, tu perds un enfant, comment la douleur que tu ressens. Tu te bloques après ça. Et tu as peur à tout instant. Même un enfant qui est un peu malade ou quelque chose, tu te dis, ça peut arriver comme ça. Ça, ce sont aussi des blessures internes. C'est dans ce domaine-là maintenant, il faut d'abord prendre conscience.
Et pour prendre conscience, c'est pas facile. Je crois que c'est même le plus dur, c'est C'est prendre le conscience. plus dur. Dès que tu prends conscience, le reste, tu vas commencer à être guéri petit à petit. Mais on ne prend jamais conscience. On se dit qu'on a toujours raison. Quelqu'un te parle, bah oui, parce que lui n'est pas passé par là. C'est moi qui suis passé par là. Il ne comprendra pas. Il n'a jamais perdu. Non, celui-là est né avec une cuillère d'argent. Le travaille bien. Il n'a jamais eu des collègues qui étaient en train de l'humilier. Oh, lui, on n'a jamais comparé. C'est pour ça quand même quand vous avez des enfants, 1 ou 2, il faut connaître. Même ta partenaire. Tu peux avoir une partenaire qui a des défauts. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut toujours dire, le lancer tout le temps. Tu ne sais pas dans son passé qu'est-ce qu'elle a vécu. Et diminuer, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui diminuent leurs partenaires, qui diminuent leurs enfants. Il va te dire, mais pourquoi tu n'es pas comme celui-là, hein? Tu n'es pas comme Claude. Regarde comment il est intelligent. Cette comparaison-là blesse aussi. Cette comparaison-là, Ouais. ça crée des blessures internes, un manque de confiance, l'enfant se referme. Ah, mais lui, celui-là, il ne parle pas beaucoup. Lui, il est toujours dans sa chambre, en train de dessiner. Mais vous ne comprenez pas. Ouais. Oui, il est frustré, mais vous ne comprenez pas que c'est une blessure passe son interne. temps à dessiner. Oui. C'est très délicat. Donc, les relations humaines, c'est... il faut te mettre à la place de l'autre pour comprendre, tu ne veux pas. Si tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Même dans le parler, même dans la façon d'être, tu ne peux pas. Parce que tu te dis, si je suis à sa place, on me fait ça, moi, ah bah dis donc, je prends mes clics et mes claques, je pars. Il y en a d'autres, qui se suicident. Toi, tu crois que tous ces gens qui se suicident, et c'est parce qu'ils ont des problèmes, justement. Ça te pousse à te dégager. C'est un domaine qui est vraiment... C'est pour ça qu'on va voir des psys. C'est pour ça, parfois, d'autres, s'ils n'ont pas l'argent, ils ne connaissent même pas l'esprit des psys. À qui tu vas te confier? Et on est dans une génération où se confier est devenu compliqué. Pas simplement dans la génération. Même les mamans à l'époque, ils allaient parler à qui? Ils allaient parler à qui? Il va simplement venir conseiller sa fille ou bien son fils, le papa, selon lui. Sans savoir que ce sont des blessures internes, il n'est pas comme toi. Et il ne verra jamais, il ne vivra jamais comme toi, il ne ressentira pas ce que toi tu ressens. C'est autre chose, parce qu'il ne connaissait pas les blessures internes, c'est quoi? Pourquoi il s'est suicidé? Pourquoi il est allé, au lieu de se marier, il est allé au couvent? Ça aussi. Elle s'est fait sœur. Il est devenu prêtre. Du jour au lendemain, il y a beaucoup des choses qui se passent, qui y vont, mais pas par vocation, pour fuir certaines choses. Pourquoi il y a des lesbiennes? Pourquoi il y a des homos? D'un côté, d'un côté, ça c'est vrai. Si. Vous ne voyez pas que ça relève aussi une sorte d'incompétence au niveau de ce qu'avait dit ma sœur tantôt, de cette conscience-là que la personne doit prendre pour se dire « je suis blessé ». Parce que moi, d'après moi, je me dis, des blessures intérieures peuvent nous servir aussi de fondement pour un bon rétablissement de choses. Dans quel sens je m'explique? Une blessure qui vient, par exemple, dans ma vie, qui m'arrive, ça crée un trou, ça crée une difficulté. Mais si j'arrive à être conscient de ça et que je trouve une solution, ça m'aide à rebâtir une sorte de fondement. Et ces fondements, ça va m'aider maintenant à aller de l'avant. Maintenant, quand on ne traite pas cette blessure, je ne vois, nous les êtres humains, comme une cité où il y a plusieurs maisons, mais pas avec de bons fondements, qui peuvent s'écouler d'un moment... en fait, d'un moment à l'autre, quoi. Ça peut s'écouler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de bonne... Quand est-ce que ça peut d'abord s'écrouler? Quand on se rencontre à une situation qui nous avait blessés, comme je disais tantôt dans la définition, où il y a quelques jours, je venais d'écrire quelque chose sur mon statut, j'ai dit plusieurs frustrations et plusieurs rapports entre humains sont générés de manque de principes et non-respect de certaines règles. Parce que je me dis, de principes et de règles, ça vient après une blessure. J'ai été blessé. Je prends le temps de guérir, je suis conscient, je trouve de moyens pour pallier à cette situation. Mais puis après, j'établis de principes pour faire en sorte que cette ligne ne soit plus franchie. Parce que je sais qu'une fois franchie, je vais me retrouver dans telle
ou autre situation. C'est ça les blessures internes. Ouais, c'est ça. Donc on se retrouve, on est comme de personnes qui ont été Mais ressuscitées. c'est pas une faiblesse. Mais moi, je C'est pense pas une faiblesse. c'est les Elle blessures. montre que vraiment tu as ressenti quelque chose. Ça peut se guérir. Mais les blessures internes sont là pour nous forger. Pour nous Parce forger. que, quand, Oui. parce que même quand Dieu veut t'élever, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait passer par des moments difficiles. Ouais, parce que c'est oui, par ces exact. moments difficiles-là que tu es forgé, que tu grandis. Quand tu grandis. Mais quand tu prends pas le temps de prendre conscience et de travailler sur ces blessures, c'est là où tu stagnes, où tu regresses. Tu regresses. Mais le rôle des blessures intérieures, c'est de nous forger. Ça nous donne, ça nous rend plus forts, ça nous rend plus De nous puissants. forger. Je rajoute aussi ce qu'elle est en train de dire. Je te coupe pas la parole. C'est vrai. Il faut donner un exemple, par exemple, terre à terre. Quelqu'un qui a grandi toute sa vie avec l'argent, dans le luxe, ne manquant de rien du tout, qui n'est jamais passé par comment on prend un bus, comment on dort affamé, comment on doit calculer. C'est très difficile. Mais le jour où il passe là, là, il peut comprendre que dans ces moments-là, c'est là où tu te forges. Parce que quand tu n'es pas passé par là, mais tu vas parler, tu vas témoigner, mais oui, tu ne peux pas comprendre. C'est ce qu'elle dit. Il faut passer pour que ça te blesse, tu sois par là, tu t'en sors pour pouvoir t'en sortir et le meilleur de toi-même va sortir. C'est comme... Même dans les relations, c'est la même chose. Tu n'as jamais eu une déception amoureuse dans ta vie. Je te dis, mais même ta compagne, ça ne va rien te faire, même si tu l'aimes, même si elle part. Mais si tu es passé par là, tu as eu à souffrir de la déception, ça va te donner, je dois me corriger sur telle chose. Maintenant, quand j'aurai une nouvelle relation, je vais me comporter comme ça, je vais écouter, je vais faire attention, c'est ça. Ça te forge, au fait, c'est ça même. C'est comme Et puis, une tu as forme le de soutien brisement. familial C'est aussi comme le qui peut feu, aider. hein. C'est C'est comme ça. le passe feu. l'or le Oui, brisement. exact. en état Oui, parfait, ouais. Ça, on passe, C'est- on- Oui. on passe tous par là et c'est comme ça. Et c'est normal. C'est comme ça, C'est c'est normal. c'est un passage obligé. D'où les gens qui ne passent pas par là, qui ont grandi, se suicident beaucoup. Parce qu'ils ne connaissent pas la souffrance. Un bête exemple, compare simplement les enfants européens qui ont grandi ici et nos enfants en Afrique. Les tout petits, hein, ils peuvent jouer hein, avec l'autre. Il y en a un qui le tape toujours. Hein, mais les parents ne le protègent pas. Tu le tapes. Mais un jour, il va se réveiller, il va taper l'autre. Il reçoit. Mais ici, tu tapes mon enfant, mais directement tu enlèves l'enfant. Tu vois, tu le cajoles. Tu ne veux pas qu'il souffre, qu'il puisse rien avoir dans sa vie, qu'il puisse le blesser. Et ça Alors fait- que c'est impossible. Ça Tôt fait ou tard, ça doit passer. des enfants faibles Des émotionnellement. enfants, oui, émotionnellement, qui se suicident, il se met dans la drogue, il se met dans la débauche, il ne veut plus croire en quoi que ce soit, il n'arrive pas. Ça devient c'est ça. Et cette faiblesse-là, c'est pas bon. Il a échappé à certaines épreuves. L'épreuve qui devait, forger. oui, parce que c'est les parents ne voulaient pas. Ok. Ils passent par là où ils sont passés. Aucun parent ne souhaiterait que son enfant passe par là où tu es passé, mais il y a un passage obligé. Mais tu dois préparer ton enfant que ça arrive. Il y a des bons jours et des mauvais jours. Il y a des jours où il pleut, il y a des jours où il y a le soleil. Il y a tous les temps, toutes les saisons. C'est ça, c'est juste notre conception Oui. des moments difficiles. Il ne faut pas qu'on le prenne comme une chose Il y a négative. l'expression des émotions. Il y en a d'autres aussi quand on va te dire, tu ne pleures pas, tu es un homme. Tu ne peux pas verser des larmes. Tu dois... Ça C'est aussi, une c'est forme une de forme trauma. de Oui. traumatisme parce que l'homme arrive à un niveau mais c'est où un être il humain. ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas L'expression de tes pleurer. émotions, tu ne peux pas. Tu peux pas, alors que il est humain, il a droit à pleurer. C'est pas parce que je comprends pas d'où c'est venu qu'un homme ne pleure pas. Un homme a le droit de pleurer parce que il a le sang et On la chair. forge aussi, Quand tu des as mal, émotions, tu peux pleurer, ça Oui. fait du bien, ça soulage. Mais quand on dit que l'homme ne peut pas pleurer, c'est pour ça que c'est plus en Afrique où on dit, dans certains pays africains, on dit à l'homme que ne peut pas pleurer. Voilà pourquoi nos hommes africains, parfois, ils sont très durs. Ils ne peuvent pas montrer leurs sentiments, ils ne peuvent pas montrer leurs émotions. Et ça fait que ça crée de la frustration, même dans les relations, surtout les relations sentimentales, parce qu'on a des hommes qui
qui ne montrent pas l'expression. Et les femmes qui aimeraient avoir de l'expression de leur partenaire n'arrivent pas à avoir ça. Pourquoi? Parce que l'homme, on lui a appris que tu ne peux pas montrer tes émotions parce que tu es un homme. Alors que non. Oh, la femme va... Oui, sinon si tu montres tes émotions, la femme va te voir, elle ne va pas te respecter ou bien elle va monter au-dessus de toi, au fait. C'est ce qu'on appelle l'expression des émotions. Donc un homme ne peut pas, tu dois cacher. Mais je ne vous coupe pas, là aussi les avis sont partagés. Hein. Oui. Il y a de femmes qui disent il faut extérioriser même si tu es un homme. On est conscient que la société dans laquelle on a grandi nous a pas facilité ces choses-là. Mais il y a aussi ces femmes-là qui s'attendent à un homme qui n'est pas censé pleurnicher ou exprimer ses émotions. Ce genre de femmes aussi, ce sont des femmes, je pense que ce sont des femmes qui ont grandi avec certains traumas dans leur vie. Okay. Quand elles étaient petites, par exemple, on leur a fait grandir d'une façon à la dure. C'est comme les femmes qui disent qu'elles préfèrent un homme qui leur frappe. C'est pas normal. Il y en a qui le disent. Mais dans la génération, elles préfèrent un homme qui va être brutal, qui va la brutaliser. Quand elle rencontre un homme bien, qui lui apporte la paix, ça ne marche pas. Ouais. Elle veut qu'il y ait tout le temps la bagarre, qu'il y ait tout le temps des gifles. Ça révèle que, quelque part, il y a eu une certaine blessure, il y a eu des blessures intérieures qui n'ont pas été bien soignées, qui n'ont pas été bien guéries, qui fait qu'elle ramène ce fardeau-là. Elle ne veut pas un homme qui est calme, elle ne veut pas un homme qui va lui faire une remarque calmement. Elle veut que quand un homme lui fait, il lui crie dessus. Elle aime ça. Il casse les verres, elle aussi, elle casse les verres. Elle aime tout ce qui est toxique, au fait. C'est pour ça que ces personnes-là... Mais oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'au-dedans d'elle, il y a... comme ces blessures-là, elle a grandi peut-être comme ça, ou soit aussi la façon dont sa mère l'a fait grandir, ou son père, ou comment elle a vu ses parents. Pour elle, elle s'est dit peut-être que j'aimerais pas répéter ça, mais son subconscient veut répéter la même chose. Ouais. Du coup, elle fait le choix basé sur son subconscient, sur des choses qu'elle n'aurait pas voulu, mais c'est ça qu'elle attire. Mais il doit avoir aussi la patience. Il faut aussi avoir la patience de soi-même. Si toi-même, tu n'es pas patient vers toi, c'est très difficile pour que tu puisses guérir, aller de l'avant. Parce que ça dépend. Il y a aussi des blessures qui sont des traumas. Tu vois, tu viens d'un trauma, tu es angoissé tout le temps, tu es hyper sensibilité. Donc, tu as peur de tout parce que tu as été traumatisé. Il y a des accidents qui traumatisent. C'est pour ça que tu vois, d'autres personnes, il a fait tellement un grave accident pour reconduire. C'est difficile. Tu vois, ça aussi, ce sont des blessures internes. C'est des traumas comme ça, il se dit non, rien du tout. Directement, l'image de l'accident, qu'il était entre la vie et la mort. Ça revient. Oui, ça revient. Et il faut du temps. Mais à ce sujet, moi, je dirais qu'au-delà des blessures, c'est aussi l'éducation et la culture africaine. Chez nous, on ne montre pas nos émotions facilement. Une femme doit être forte, un homme doit être fort. Donc, ça relève, montrer ses émotions, c'est accepter d'être faible, c'est être faible. Donc, souvent, c'est même pas une blessure, c'est juste l'éducation qu'on a. Moi, j'ai grandi en me disant, je ne dois pas montrer mes émotions parce que je dois être forte pour moi, je dois être forte pour les autres. Si je pleure, comment je soutiens l'autre personne qui est plus bas que moi? Donc, il faut que je sois forte pour donner ma force à l'autre personne. Donc, ce n'est pas une blessure, c'est un caractère qu'on se forge. Ce n'est pas forcément négatif. Moi, je pense que la personne qui a emmené ça en Afrique était blessée. Alors qu'on n'était pas encore là. C'est quelque chose qu'on a créé, on a emmené en Afrique, cette personne a été blessée. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut empêcher. La Bible dit Jésus pleura. Non, le truc, ça veut dire que... on ne te dit pas de ne pas pleurer, mais de ne pas pleurer devant les gens. Donc, mais c'est ça, Jésus a pleuré devant les gens. Qui était-il? Un homme? C'est ça, au fait, le truc. Pourquoi? Parce que pourquoi tu ne peux pas te montrer vulnérable? Parce qu'on appelle ça être vulnérable, alors que c'est une forme de force. Pleurer devant une personne parce que tu as mal, ça montre que tu es une personne forte et que tu t'assumes à 100%. Je pense que la vulnérabilité doit être mesurée. On ne peut pas être vulnérable à tout le temps. Il faut savoir mais c'est ça, là, en intimité. Voilà. Faut savoir on est en train de parler d'une génération qui veut tout le temps cacher ses émotions. Aujourd'hui, on ne cache pas.
C'est nos mamans qui cachaient les émotions parce que ce qui était dans ta maison, tu ne peux pas divulguer. Maman, ça on est dans des relations où les gens cachent trop leurs émotions. Pas maintenant. Oui, cachent, oui, mais pas maintenant, pas beaucoup. Et les réseaux sociaux, vous allez tout régler sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, si tu regardes bien, à l'époque de nos grands-parents, de nos parents, rien ne filtrait. Mais tu ne vas pas savoir que dans le ménage, là, ça n'allait pas. Il y avait de l'injustice. Tu ne vas pas savoir. Elle supporte. Elle devient, au fait, comme un tampon, qui absorbe l'eau, qui absorbe. Et quand le jour où ça va éclater, vous ne saurez même pas. Personne ne va comprendre la femme, mais on va condamner. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle a eu à l'injustice, cette colère intérieure qu'elle a, qui va façonner qui crée son être. le révolte, ouais. Oui. Elle va devenir rigide, elle ne va pas montrer les émotions. Il y a beaucoup de choses. Elle devient perfectionniste, même des hommes. Les hommes que tu vois qui sont très perfectionnistes, si tu les regardes là, ils ont vécu l'injustice dans leur vie. Ils ont un trauma d'injustice. Ça les rend. Tu ne peux pas montrer ta colère devant les parents, devant... non. Tu avales. Qu'est-ce que tu prends comme décision? Je veux montrer que je suis meilleur, que je suis capable. Et tu commences à faire des histoires pour être un perfectionniste en tout. Parce que tu caches tes émotions, tu les montres pas. Et je pense que ça crée de l'orgueil dans l'homme aussi. Une surestimation aussi. Parce que cette sorte de surestimation-là part de la base où, dans ta conscience, tu sais que ça, c'est ma faiblesse. Oui. Et quand je te regarde, j'ai l'impression que tu arrives à percevoir ça. Alors pour créer une sorte de filtre ou cacher, je suis obligé de t'imposer une image qui est contraire de la vérité que je sais moi-même. Oui. Et ça, je passe de l'autre côté, directement. Et ça emmène de l'orgueil. Ouais, directement. Ça emmène de l'orgueil. À tout moment, moi, en vrai, c'est une faiblesse que je cherche à masquer. Merci beaucoup. On va passer dans notre deuxième étape. Aujourd'hui, notre épisode va être un peu plus différent parce qu'on était en train de parler des blessures intérieures. Comme vous l'avez remarqué, on a plus donné la parole à Mom J parce qu'on voulait plus entendre d'elle aujourd'hui. Mais là, maintenant, je vais passer à nos deux invités. Je vais leur demander de nous parler des moments où ils ont eu à vivre un truc, une chose qui leur a blessé, où ils se sont dit ça a créé comme une petite blessure en moi. Et Mom J sera là pour pouvoir les écouter et donner un conseil qui pourra non seulement nous édifier et édifier aussi ceux qui seront en train de nous écouter. Pour ça, je vais commencer avec notre frère. Ok, je vais aller, on t'a retourné la balle. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme. C'est vraiment un peu plus profond. On est vraiment dans échange de cœurs. Donc, on va laisser nos cœurs parler dans le naturel. C'est un sujet très délicat et très personnel. Je dirais, durant mon enfance, c'était l'impression de ne jamais être assez bonne. Donc, c'est ça qui... Ça a été une de mes grosses blessures. Tout ce que je faisais, pour moi, c'était pas assez. J'étais très, très dure avec moi-même. Et encore aujourd'hui, j'y travaille. À chaque fois que je fais quelque chose, c'est « Oh, je suis pas assez bonne. Oh, je suis pas assez intelligente. Oh, il faut toujours que je sois plus. Je suis jamais satisfaite. » Même quand les gens me disent « Oh, là, c'est très bien. » Moi, je vois que les défauts. Je suis jamais T'es jamais satisfaite de ce que tu fais toi-même. Tu as l'impression que c'est pas assez, que tu devrais mettre plus encore, alors que même quand c'est bien fait. Ça vient de certaines remarques que j'ai entendues quand j'étais petite. Devant des proches, les comparaisons. Tu fais quelque chose, mais on te compare à celle qui a fait mieux. Toujours me mettre en concurrence. Et ça vient vraiment des proches. Et j'ai grandi avec ça en me disant je ne suis pas assez bonne, je suis pas assez bonne. C'est vraiment quelque chose. Je travaille sur ça. Et ça fait en sorte que ça crée beaucoup de blocages parce que tu te sous-estimes tellement que tu donnes pas forcément le meilleur de toi parce que déjà, dans ta tête déjà comme je veux pas dire perdante, c'est trop dur, mais dans ta tête c'est déjà je serai jamais assez bonne. Donc tu te limites. Tu as une faible estime de toi. C'est dans les performances, la culpabilité.
excessive, tu te sens, bon, je ne fais pas bien. Et Ça, moi, c'est... ça rend lente, parce que c'est ça aussi le perfectionnisme, parce que tu veux toujours mieux, tu veux toujours mieux. Donc souvent, même, on va dire pour un devoir, je l'ai fini, au lieu de le rendre, moi, je vais attendre parce qu'il faut que ce soit mieux. Il faut même une idée avant de me lancer, je vais prendre 1000 ans à réfléchir sur le truc, mais il faut que je lance et puis vois les erreurs, mais tu as tellement peur de faire des erreurs que tu perds ton temps. Et tu acceptes beaucoup des choses que tu acceptes, ça te dévalorise en quelque sorte. Oui, parce que tu te dis, je ne suis pas capable, l'autre fait mieux. Ça, avec tout ce que tu as eu enduré, entendre. Mais le truc, c'est que je suis dure avec moi-même, je suis aussi dure avec les autres. Exact. Je vois mes erreurs, mais je vois les erreurs des autres aussi. Donc, je suis très, je ne vais pas le dire, je vais toujours dire, ah oui, parce que je sais ce que ça fait de dire, c'est pas, mais je suis très critique avec les autres au fond de moi. Donc, parce que je vois facilement mes erreurs, je vois aussi facilement les erreurs des autres. J'ai du mal... Je suis perfectionniste avec moi et avec les autres aussi. C'est ça le truc. C'est ce qui t'a poussé, c'est la trahison, justement, le trauma, tu as été, et qui te pousse à devenir perfectionniste et que tu veux que tout ton entourage aussi ait les mêmes qualités d'être perfectionniste. Heureusement, je ne les transmets pas parce que je sais que c'est blessant. Oui. Mais même si je pense, moi, je vois toujours, il y a toujours pour moi sujet à amélioration. Voilà. Ok, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Mamji, qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? C'est ce qu'on a parlé ici. Comme elle est consciente de ça déjà, c'est un bon départ. Oui. Et qu'elle essaye petit à petit. Donc, elle a la patience d'elle-même de pouvoir essayer de se corriger petit à petit. C'est pas facile, c'est très difficile. Mais elle y arrive. Ça montre sa force de caractère. Ça montre sa force de caractère, qu'elle veut changer les choses. Elle n'est pas allée voir un psy, elle n'est pas allée, mais elle en parle, elle est consciente elle-même. Et c'est ça, déjà. Elle est sur la voie de chercher la guérison. C'est mauvais si elle gardait ça elle-même et qu'elle continuait. Mais elle a pris conscience. Elle est devenue perfectionniste. Qu'est-ce qui l'a poussée? À cause des remarques. Quand elle était enfant, on l'a comparée, qu'elle fait peut-être pas mieux que X, que A ou que B. Alors, ça l'a poussée pour se faire remarquer, qu'elle soit vue. Elle doit devenir perfectionniste. Et ce qui est bien, elle veut aussi la perfection chez les autres, mais elle n'en parle pas. Ça l'aide elle-même, petit à petit. Est-ce que ça prouve qu'elle est quand même guérie? Oui. Non, qu'elle est sur la voie d'être guérie. Parce que jusqu'à présent, elle est restée perfectionniste. Elle n'affecte personne. Donc, c'est qu'elle n'affecte personne. Mais je me pose la question, quand elle aura des enfants, si elle va reproduire la même chose. Je me suis posé aussi la même question. Et c'est ce qu'il faut éviter. À vouloir qu'il soit toujours dans la perfection. Tu as ressenti, ne le reproduis pas aux autres. Que ce soit ton partenaire, que ce soit tes enfants. C'est déjà un début de guérison. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, quand tu sais que toi, là-bas, ça n'a pas été dans ton enfance, tu n'as pas aimé, il y a des choses, tu ne le fais pas. Tu apprends à ne pas le faire, à ne pas le reproduire à ton partenaire, à tes enfants. Ne jamais les comparer. Encourager chacun. Parce qu'il y en a qui sont vifs d'esprit, il y en a qui sont lents. Mais cela ne veut pas dire que celui qui est lent n'est pas intelligent, n'est pas capable. Et c'est ça. Et si tu comprends ça, tu peux avoir un mari, tu dis oui, tu l'étudies, très bien. Tu connais là où il y a ses forces, là où tu combles les faiblesses, il faut parler. Dans une relation, pour des traumas comme ça, il faut en parler. Avec quelqu'un, tu as confiance. Pas avec quelqu'un où tu vas parler demain, ça sort à l'extérieur, ça va critiquer encore pour te blesser encore davantage. Et c'est pas facile. Il faut avoir, pour quelqu'un, pour prendre ce courage-là, en parler, c'est vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais c'est quelque chose qu'il faut essayer, petit à petit. Et prendre conscience. Comme elle a déjà pris conscience, ça va aller. Oui, il faut d'abord prendre conscience. Merci beaucoup. C'était magnifique. Je vais aller chez Artams. À toi. Dans nos parcours, tout au long de notre vie, si on essaie un peu de tamiser et tout, on se rend compte qu'on a été blessé plusieurs fois. Mais pendant que vous étiez en train de parler, moi j'étais en train de regarder et
je me suis rendu compte qu'il y avait une blessure j'en suis déjà guéri, mais qui avait affecté beaucoup de domaines de ma vie en tout cas. C'était le divorce de mes parents. Je me souviendrai toujours, j'avais 11 ans. Et ces jours-là, quand ça bardait à la maison, et la première lettre provisoire qui a été écrite et tout, comme preuve de divorce et tout ça, a été fait sur une feuille de mon cahier de mathématiques, je me souviendrai toujours. Et à chaque fois qu'on montrait la preuve là, avant l'officiel et tout, je voyais le ligne de mon cahier de maths et tout. Et quand je dis ça a affecté plusieurs secteurs de ma vie, ça a affecté d'abord mon émotion. Dans mon entourage, j'étais devenu renfermé. Ça m'a poussé dans beaucoup de choses, la délinquance et tout. La débauche aussi à un certain moment quand j'étais devenu adolescent. Et même dans les relations, j'étais devenu comme quelqu'un qui avait vraiment peur du rejet. Quand je parle du rejet, je peux entamer quelque chose avec quelqu'un, mais au fur et à mesure qu'on avance, moi, je me décroche tout, sans pourtant que ça se manifeste. Moi, j'étais plus déjà là. Parce que je me dis, ça va finir. Parce que je sais que, belle que ça peut être l'histoire, ça finira parce que les deux personnes que moi, j'ai jamais imaginé voir séparées dans ma vie, je les ai vues séparées. Donc, tu vois, c'était comme ça. Et c'est ce qui a fait que, après, j'ai connu Dieu. J'ai été guéri par le Saint-Esprit au fil du temps. Ça m'a pris des années. Exact. Mais ça fait en sorte que je revienne sur la question que j'avais posée tantôt. Je me suis rendu compte que là, beaucoup de principes, beaucoup de règles, beaucoup de façons de faire et tout et autres. Les murs que tu as érigés. Des murs là, maman, ont été générés par cette peur de pouvoir y vivre le même chose. Donc, même quand je vis une relation amoureuse, je ne cautionne pas le fait que tu me dises une chose et que je constate l'incohérence dans ce que tu dis et ce que tu fais. C'est ce qui fait que ça me rendait dur, très dur alors. Comme quelqu'un d'extrémiste qui n'accepte rien, qui ne tolère rien. Parce que moi, je sais que je suis guéri. Mais je connais cet enfer-là, de vivre cette douleur constamment. Et je ne veux tellement pas la revivre, cette épreuve. Voilà pourquoi j'ai mes montres dures. Et je me rends compte que j'étais devenu comme ça dans mon entourage, intolérant dans beaucoup de points. Donc tu voulais la loyauté à 100%. Et je ne dirais même pas la loyauté, maman, ça c'est vraiment une pure extrémisme. Oui. Dans le sens où même des rois entendent quand même. Oui. Moi, il n'y avait pas de tolérance. Donc parce que je me dis, on ne peut pas avancer comme ça. Quand tu dis ça et tu ne fais pas ça, moi je me dis, comment tu vas aboutir à un résultat? Tu voulais avoir affaire à un robot. J'ai toujours entendu mon père vénérer ma mère en public et tout. Mais dans les actes, je voyais les contraires. Donc, je suis blessé par ces faits-là de voir quelqu'un dire une chose et n'est pas synchronisé dans ses actes. N'est pas que ça ne soit pas... Pour moi, c'est inconcevable. Exact. Et ça part genre dans cette blessure-là qui était déjà cicatrisée. Mais c'est comme si on grattait. C'était pas cicatrisé. C'est pas cicatrisé. C'est parce que tu ne la sentais pas. Tu ne la sentais pas. Elle était là. Et je me rends compte que les blessures intérieures, ça passe de cap, quoi. On arrive à un niveau même, ça part dans notre subconscient. Pas consciemment, tu t'es dit que j'ai fait ça parce que non, mais c'est comme un instinct. Genre, je me rends compte que je suis déjà à la défensive, genre, pas ça. Mais si tu me demandes pourquoi, je te dirais non, c'est parce que tu as juste fait ça. Mais si je m'examine, je me rends compte que... Et c'est ça. Maintenant, ma question, maman. Pour nous autres qui avons généré certains principes et certaines règles, allant de ce qu'on a vécu, juste par peur de revivre encore la même chose, qu'est-ce qu'on doit faire dans nos rapports entre humains? Quelles mesures doit-on prendre pour diluer un peu? Ouais, c'est ça. Et c'est ça ma plus grande question, en tout cas. Il faut être entouré. D'abord, il faut avoir la patience de toi-même. Comme tu es conscient de ce qui se passe dans ta vie,
Tu dois être entouré avec des gens qui peuvent te dire certaines vérités, même si ça te blesse, qui vont t'aider. Tu connais maintenant, nous avons parlé. Tu es maintenant conscient que tu n'étais pas blessé. Ton subconscient garde encore des blessures internes. C'est à toi maintenant, soit par écrit, tu écris ce que tu sens et tout. Tu es chrétien, commence à prier pour chaque chose que Dieu enlève-moi ça, enlève-moi ça. Ça chez les chrétiens. Parce que chez les chrétiens, même quand tu arrives et que le Saint-Esprit tu as, il est le seul qui peut te soigner, qui peut te guérir. Amen. Tu comprends? Les êtres humains vont aller avec la logique humaine. Mais lui, il est le seul qui entre dans l'âme, dans notre conscience. Convainc. Oui, et qui te convainc et qui commence à te transformer. C'est très important. Comme tu es chrétien, tu as reçu Dieu et tout que le Saint-Esprit tu utilises, c'est à ça. Écris. J'aime pas ça. Il y a ça, ça, ça. Suite à ça. Et commence à prier pour chaque chose. Et puis parfois, tu peux être dans les relations. Dans tes relations, quand tu entends même ta partenaire qui te répète toujours pourquoi tu es toujours là quand vous vous parlez, pourquoi, quand on te répète ça plusieurs fois, écris ça. Donc c'est que c'est quelque chose qui dérange. Waouh. C'est quelque chose qui dérange. Je pense qu'il y a aussi derrière soi un besoin de contrôle. De contrôle. Ah ouais. Voilà. De Tu veux contrôle. tout, oui. Ouais, C'est ouais, ça, ouais, il ouais. faut lâcher Il prise. faut lâcher Parce prise. que c'est Dieu qui doit être au contrôle. Au contrôle. Et pas toi. Tu laisses pas le Saint-Esprit agir en toi. C'est ça. Il faut laisser, tu dois obliger. Tu Ce restes que tu parles, c'est vrai. Je peux donner aussi un témoignage personnel. Je suis quelqu'un qui n'a pas grandi avec mes parents africains. J'ai quitté le pays, je crois que je devais faire 3 ans. J'ai beaucoup plus eu des parents adoptifs européens. Quand je venais pendant les vacances, parce que je ne rentrais pas toutes les vacances, soit j'étais invité, soit j'avais des amis et tout. Mais quand je rentrais dans les vacances, ici, c'était difficile pour moi. En Afrique. En Quand Afrique, elle quand dit je rentrais ici, en Afrique. oui. parce que nous on est au Canada, C'était donc en difficile. Afrique. Oui, en Afrique, c'était difficile. Et les dernières vacances, quand je suis rentré, j'ai trouvé mon père et ma mère avaient divorcé. Oh. Mais la personne qui avait demandé le divorce, c'était ma mère. Mon père l'a aimé jusqu'à sa mort. C'était ma mère. Ce qui fait que maintenant, j'étais assis entre 2 cultures. Tu vois, la culture africaine, tu viens, je devais avoir 15-16 ans. J'étais rentré avant de pouvoir repartir. Ce que je voyais, c'était pas ça. Ça m'a beaucoup traumatisé. Et ça a influencé ma vie. C'était un esprit qui était en moi comme de rejet par rapport à la famille. Parce que j'avais des cousines que ma mère avait élevées, des tantes, et j'étais toujours comparé à eux. Hey, regarde, pourquoi tu ne fais pas comme telle? Pourquoi? Comme elle est en train de dire. Ça m'a beaucoup traumatisé. Il m'a fallu aussi du temps pour que je sorte de là. Parce que j'étais devenu jusqu'à aujourd'hui. Je suis la rebelle de la famille. Oui. Oui, c'est moi. Je suis vraiment la rebelle. La mauvaise de la famille. Tu peux demander, même à ma fille qui est ici, on peut te dire, on va lui poser toujours les questions. Chez ses oncles, tantes. Ta maman, elle est toujours comme elle était là. Comme ça. Oui. C'est Dieu aussi qui m'a changé. Je suis passé par des délivrances. Ce que j'ai vécu, assise entre 2 éducations, c'est pour ça que quand mes enfants, leur défunt papa a voulu les envoyer en Europe, qu'ils étaient jeunes, j'ai refusé. Parce que je ne voulais pas qu'ils passent par là où moi je suis passé. Je ne connaissais pas les coutumes en Afrique, comment c'était. Et ça dirigeait ma vie jusqu'à ce que je sois grande. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines choses que chez moi, ça ne passe pas. Dans ma mentalité, ça ne passe pas. Ne me mettez pas toutes vos histoires africaines. Oh, c'est comme ça les coutumes, il faut faire ça. Et regarde les cousines et les cousins. Non, 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 non. Et ça m'a créé des problèmes sérieux. Jusqu'à quitter la maison, j'étais la rebelle. Et si je te dis que ça va faire maintenant à peine 25 ans, 30 ans que j'ai renoué avec ma famille. Et tous maintenant me connaissent. Ils savent, ah, celle-là, il ne faut pas. C'est comme ça, pour mieux me connaître, ils passent par ma fille pour demander. Et je suis toujours à l'écart. Hein. C'est comme si je n'avais pas de famille. Ça m'a traumatisé à vie. Mais dans le Seigneur, maintenant, je prie.
Je leur parle de la parole de Dieu. Je suis là et moi-même. Et Dieu merci, j'ai été marié, Dieu m'avait fait grâce. J'ai été marié à un homme qui était noir, mais qui avait la mentalité et la peau européenne. Tu comprends? Qui pouvait me laisser le week-end comme ça. Dis, prends la voiture. Je sors, prends tes copines, sors, va en tournée, va au restaurant. Vraiment. Et c'est ça qui m'a aussi sauvé. Mais tu as eu des problèmes avec la famille de ton mari à cause de ta culture parce à cause de ma culture. Dans ma belle famille, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et la seule personne qui me tolérait, c'était mon beau-père. Tous mes belles-sœurs, mes beaux-frères, les autres là. Par ma façon de voir, par ma façon d'être et tout. Alors, je connais ce que c'est que les blessures internes. Il faut du temps. Ce qui fait que quand j'ai eu mes filles, j'ai des filles, ce sont plus mes amis. J'en ai fait des amis. Parle ouvertement, leur dire, regarde ça. Pourquoi? Pour qu'ils n'aient pas à souffrir ou à passer dans ce que moi je suis. C'est ce que j'aurais aimé, avoir une amie, que ma mère soit mon amie, que mon père, je peux lui parler de tout et de rien, au lieu d'aller chercher ailleurs. Tu souffres, mais tout est en toi. Parce que on ne dit pas ça, tu ne peux pas parler à ta mère comme ça. Certaines, c'est tabou, trop de tabous. Tout est tabou en Afrique. Tout est tabou en Afrique. Moi, je voulais rajouter un truc, c'est un petit truc que moi je fais, c'est que je me dis, je ne fais pas confiance aux hommes, mais je fais confiance à Dieu. Et je compte sur l'Esprit Saint pour me donner le sens du discernement quand il s'agit des personnes. Donc ça va t'aider à faire tomber certaines barrières. J'ai besoin de contrôle tout le temps. Non, je te fais pas confiance à toi, mais je fais confiance à Dieu pour me montrer qui tu es et quelle place tu dois avoir dans ma vie. Donc, c'est vraiment ta confiance, tu dois la porter sur le Saint-Esprit, sur Dieu. Parce qu'il y a un adage qui dit, ce qu'elle dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui tu es, Mais quand tu as l'église, le Saint-Esprit, moi aussi le Saint-Esprit, j'ai eu le brisement à l'église. Ça, c'est une autre parenthèse, on ne peut pas en parler ici, mais l'église, le Saint-Esprit m'a brisé et m'a pris de zéro pour faire ce que je suis. Donc, je m'adapte dans tout. Grandis dans des endroits au-dessus où tu vois que tu as ton père est là avant de manger à midi. C'était des bourgeois. Tu dois t'habiller, te laver, te coiffer. Le soir à 19h, on dresse la table. Vous tous, vous devez vous changer. Moi, en robe longue, mes frères en costume, avec nœud papillon. C'est comme ça. Et les cuisiniers préparaient les plats, la table. Tu dois être galant, savoir comment les garçons doivent tirer les chaises. Parce que dans les filles, on était... J'ai grandi dans ça jusqu'à tomber à la mort de mon père. Jusqu'à dormir, à avoir dormi sur une natte où on vous prend tout, recommence à zéro. Donc tu vois, donc des deux, en tout cas ce qu'elle dit c'est vrai, c'est le Saint-Esprit. J'étais récupéré là. Et ça, c'est quelque chose... donc là, par exemple, on a eu plus de 4 cas différents. Et je pense que plusieurs personnes qui vont écouter et voir cette émission pourront se retrouver. C'est un grand sujet, c'est un grand terme où on peut parler, on peut passer des heures et des heures à parler des blessures et tout. Chacun d'entre eux a pu expliquer par rapport à ce qu'elle était en train de dire. Ça, c'est peut-être une certaine catégorie des personnes aussi qui pourraient se retrouver. Moi, je me rappelle à la mort de mon père, il y a quelque chose qui m'a traumatisée, c'est le fait que la famille de mon père ait tout récupéré. Et c'est quelque chose qui est très fréquent en Afrique. Et dire que j'avais une vie, comme je peux dire, de princesse, et de là, la vie a changé. Ça a mis en moi comme une révolte. Je suis quelqu'un, je travaille, mais de ouf. Je suis comme, j'ai pas droit au repos. Je suis comme, je dois me faire de l'argent tout le temps. Mais me faire de l'argent propre. Parce que je me disais, il faut que j'aie mon propre argent à moi pour que même si aujourd'hui j'ai un homme qui vient dans ma vie ou qu'il est plus, ou il part, que je sois en mesure vraiment que mes enfants ne puissent pas vivre certaines choses que moi j'ai vécues. Donc ça fait de moi une femme où ça donne un peu trop d'ambition parfois, qui fait que je me dis je peux pas tolérer même une minute. Si je vois que je fais par exemple quelques temps, j'ai pas d'entrée d'argent, ça peut me rendre malade. Pourquoi? Parce que dans mon subconscient, c'est comme
je dois réussir. À tout prix, je dois réussir. Je dois réfléchir à des projets. Je ne vais pas rester une semaine sans réfléchir à un projet, sans développer, sans vouloir faire grandir mon intelligence à produire un projet. C'est pour ça, les gens qui me connaissent disent toujours, toi, tu fais tout. Oui, parce que je me suis conditionnée à pouvoir tout faire, même dans les toutes petites choses. Si je peux faire du jus pour que ça génère de l'argent plus tard, il faut que je le fasse. Mais ça a commencé par quelque part, parce que j'ai vécu dans une vie de grand luxe, et quand j'ai vu que mon père est mort, il y a eu tellement de choses, et c'est quelque chose que nous, dans les familles africaines, on vit beaucoup. Ça m'a tellement traumatisée que je me suis dit, je n'aimerais plus revivre ça dans ma vie. Donc, on repart sur la base où toutes ces blessures qu'on a vécues, d'un côté, dans le bon sens, ça aussi, créer des bons objectifs, de principes et des ambitions qui qui nous ont conditionnés vraiment à aller vers cette réussite et cette voie de changement. Et c'est même ça le but des blessures, c'est de faire grandir. C'est juste la façon dont on les gère. Il y en a qui vont, que ça va faire grandir, il y en a qui vont mal gérer les blessures et eux, ça va leur faire, on va dire, baisser. Voilà pourquoi ce que vous avez dit au début, genre la prise de conscience est très importante. Quand on prend conscience que cette blessure, il faut que j'aie juste la possibilité de bien l'exploiter pour que ça m'amène à une bonne fin. C'est ça. Et j'aimerais compléter par rapport à ce que je disais. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris ça, parce qu'à un moment, j'étais comme, je voulais pas lâcher prise de ma propre vie. Je voulais tout contrôler, je voulais tout laisser, oubliant que c'est Dieu qui me dirige, c'est Dieu qui me guide et c'est Dieu qui m'emmène en son temps. Donc, le temps de Dieu, pour moi, c'était comme... moi, je suis en train de perdre mon temps, là. J'ai pas le temps à perdre. Et Dieu, lui, il est comme, tu dois être patiente. Tu dois apprendre la patience. Et c'est quelque chose, pour moi, j'avais l'impression que, Seigneur, je perds le temps. Là, j'avance. Les objectifs sont à beaucoup. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais Dieu, il sait que tu as beaucoup de choses. C'est moi qui t'ai donné l'intelligence. Si aujourd'hui, tu as des idées, tu peux faire ça, ça réussit, tu peux être multicasquette, c'est moi qui t'ai béni avec ces dents-là. Je sais pourquoi je t'ai béni avec, mais les choses vont arriver en mon temps. Pas en ton temps, parce que c'était quelque chose que ça créait. Moi, je veux tout contrôler dans ma propre vie. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je veux essayer de faire par moi-même, alors que moi, je suis quelqu'un qui dépend de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu. Je crois en Dieu. C'est ce qu'elle a dit, le Saint-Esprit, quand il me dirige. Moi, je suis très patiente. Très. C'est ce que Dieu m'a donné comme qualité. La patience. Je l'ai. Alors que je ne l'avais pas avant. J'étais colérique. Oui, tu voulais dire c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui m'avait fait remarquer qu'à chaque fois que tu demandes à Dieu quelque chose, Seigneur, donne-moi, je veux être plus forte. Il va te faire passer par des épreuves. Seigneur, je veux être plus patiente. Il va te faire en sorte, il va te mettre dans des situations où ça va vraiment demander ta maîtrise de soi. À chaque fois que tu demandes à Dieu de te faire grandir quelque chose, c'est des épreuves que tu as. C'est comme ça. Pour obtenir ça, pour que ça te transforme. C'est comme ça, exact. C'est là où j'ai appris la patience. Et c'est là où je dépends aussi de Dieu. Vous pouvez ici quelque chose, je n'arrive plus à paniquer. Je reste calme. J'ai dit, il est là, qu'il prenne ça, c'est à lui. C'est tout. Je ne me casse plus la tête. Et je crois que c'est ça qui fait de moi quand même un pilier parmi mes enfants. Parce que quand ils ont toujours quelque chose, maman, je suis passé par là, je commence, c'est ça en fait. Il faut savoir canaliser. Mais c'est ça. Merci beaucoup. Donc, on est arrivé à la fin de notre épisode. Mais avant de terminer, je vais demander à Momji de nous dire un dernier mot sur les blessures intérieures. Merci beaucoup, Inès, pour cette prise de parole. On a parlé juste un tiers. Même pas un tiers. Blessure interne, une portion. C'est une petite portion que nous avons parlé. Je crois que c'est une émission qui doit venir. La prochaine fois, si Dieu le veut, il faut qu'on développe. Parce que les blessures internes, il y en a beaucoup. Il y a l'humiliation, l'injustice,
il y a beaucoup. Il y a le manque d'amour, le rejet. Et vous prenez un sujet, on développe là-dedans. Il y a beaucoup. Ça, nous avons simplement survolé un peu, puis on a donné des témoignages. Mais c'est un domaine auquel il est très difficile. Il faut d'abord prendre conscience avoir cette grâce-là de prendre conscience que ce que je fais, les décisions, les murs que j'érige tout autour de moi, c'est parce que j'ai des blessures internes. Reconnaître ça, c'est très important. Et voir comment on peut commencer maintenant à soigner ça. Toujours avec... Je suis chrétienne, vous êtes tous nés des chrétiens. On associe beaucoup Dieu dans ce que nous faisons parce que c'est le maître de temps, de circonstances. C'est lui qui nous donne la force nécessaire de te réveiller le matin, de prendre une décision. Quand tu fais ta prière, tu peux être au volant dans ta douche. Parce que moi, Dieu me parle beaucoup quand je suis dans la douche. Tu vois simplement quelque chose et tu sors et c'est ça même. Donc, je crois que je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est une portion. Il faut revenir là-dessus. On prend l'injustice, on développe. Quel genre d'injustice qu'il peut y avoir? Quelles sont les conséquences? Ça commence comment? Puis on se reconnaît là-dedans. On voit ce qu'on peut faire, comment s'en sortir. Mais pour s'en sortir, c'est toujours la même chose. D'abord, prendre conscience. C'est la conscience et puis avoir la patience de soi-même de bien vouloir changer. C'est très important. Si tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas entendre, même si tu connais, ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. En grosso modo, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Est-ce que, Artams, tu aurais quelque chose à dire? Juste une minute, vite fait. C'est plutôt la conclusion que Mme J vient de faire. Elle a épinglé un passage de la Bible qui dit « Dieu est le maître de temps et des circonstances ». Je me suis rendu compte que des circonstances dont Dieu est le maître, c'est aussi des épreuves que nous traversons. Alors, quand on parle de temps dans ces versets-là, c'est aussi la durée que peut nous prendre cette épreuve. Alors, l'outil, le fruit que nous sommes censés mettre en œuvre pour être dans ces temps-là, c'est la patience. Donc, c'est ce que j'ai retenu. J'ai vraiment été béni. Amen. Et toi? Quelque chose à dire vite fait? Je ne sais pas si c'est une prière ou un verset, vous allez me corriger, qui dit « Seigneur, je te loue en tout temps ». Donc, je te loue dans les moments difficiles et je te loue dans les bons moments. Et c'est vraiment ça. Quand tu as des épreuves, ne prends pas ça de façon négative. Une épreuve, c'est aussi positive. Donc, loue le Seigneur en tout temps. Quand tu fais passer par les moments où tu dis « Merci Seigneur parce que je sais que tu veux me forger ». Et montre-moi comment faire, ou montre-moi ce que tu veux que je change, mais assiste-moi dans ce moment difficile. Ne prends pas ça comme une mauvaise chose, mais comme une bonne chose, parce que ça va te faire grandir et faire de toi une meilleure personne. Merci beaucoup. Pendant qu'elle était en train de parler pour clôturer, j'étais en train de voir l'histoire de Job. Je vois Job, un homme qui perd tout, qui perd ses enfants, qui perd ses biens, qui tombe très malade, ou même sa femme et ses amis viennent le voir, jusqu'à sa femme lui demande d'insulter ce Dieu-là. Je me pose la question, c'est quel genre de blessure interne que Job aurait pu avoir, que Job aurait pu vivre. Mais lorsque je vois la finalité de Job, on nous parle plus que Job a été plus que comblé. Même les blessures, le fait qu'il avait perdu ses enfants, on ne nous mentionne pas que Job, quand Dieu l'a béni encore plus, on ne nous mentionne pas que Job a continué dans le chagrin. Certes, il avait des grands enfants, mais la Bible nous parle de quelqu'un qui avait été comblé, de quelqu'un qui avait été béni. Je reviens à dire que, comme on a parlé de la patience, le temps de Dieu dans les bons, les mauvais moments, comme ma sœur l'a dit tantôt, tout tourne autour de Dieu. Donc, si je comprends bien, il n'y a que Dieu qui peut guérir, qui peut sonder les cœurs mieux que quiconque et qui sait comment il peut nous faire du bien. Peu importe le nombre de temps, peu importe le nombre de blessures qu'on peut avoir, parfois ça peut prendre du temps, mais le temps c'est dans le processus aussi de Dieu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous, c'était super. On se revoit à notre prochain épisode. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher
de notifier sur la cloche de notification afin de ne pas rater toutes nos émissions qui vont s'en venir. Merci beaucoup et bonne année à tous. Je vous souhaite une bonne année 2026 et que Dieu soit